comme d'habitude, enregistré. Donc après, on peut trouver le document enregistré sur YouTube, l'audio du conseil. Donc au dernier conseil, j'ai privilégié la liberté d'expression. Donc tout le monde a pu s'exprimer en donnant son point de vue, ce qui est très bien. Le problème, c'est que la séance est terminée à 22h30, donc ça a duré 3h30. Donc, parmi nous, on a des élus qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Donc j'ai pensé qu'il était important de faire attention à leurs contraintes. Voilà. Donc par conséquent, j'ai décidé que les séances ne devaient pas durer plus de 2 heures à partir de maintenant. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est que ça se termine à 21h. Donc je laisserai évidemment toujours les débats se tenir. Mais si l'ordre du jour n'est pas terminé à 21h, eh bien on refera la suite dans un prochain conseil. Je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Donc comme à chaque conseil, un moment sera réservé pour les questions du public, à moins qu'on ait atteint l'heure fatidique. Jusque-là, le public doit garder le silence afin de ne pas perturber les débats. Voilà pour l'introduction. Donc on a le quorum. On va donc désigner les secrétaires de séance. Est-ce que parmi les nouveaux, il y en a qui veulent se lancer dans cette tâche? Monsieur Perriot. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est très simple. Vous mettez l'heure de début de la séance, l'heure de fin. Notez les résultats des votes. Et puis, mettre des commentaires si vous jugez que c'est important de mettre. Et que ça figurera dans le PV. Voilà, c'est pas... Après, vous faites le point avec le secrétaire et puis à la fin, vous devrez le signer. On est d'accord? Bon, je vous force pas la main. Un papier, on doit pouvoir trouver ça, à mon avis. Des papiers pour prendre les notes. Tiens, voilà. Donc dans l'ordre du jour, vous avez vu que j'avais mis des temps pour cadrer un petit peu les délais, parce qu'on a effectivement 2 heures à tenir. Donc on verra bien comment ça va se dérouler. Donc pour les procurations, ah oui, il faut noter les procurations aussi. Donc j'ai un pouvoir qui a été donné par Monsieur Lemarchand à Monsieur Tassel et à Monsieur Trélu pour Madame Prévost. Voilà, si vous voulez noter les pouvoirs. On va commencer par l'approbation du dernier PV de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce PV? J'ai 3 points à soulever. Au vote des indemnités c'est marqué à journée. On aurait aimé y faire apparaître, parce que c'est un petit peu l'état d'esprit de la chose. Nous avions demandé une fiche de poste, la liste des délégations et des missions aux postes proposés afin d'éclairer le choix du montant des indemnités. Il a été dit pendant le séance. Ok, ben il n'y aura pas de. C'est la journée, il n'y aura pas de vote d'indemnité. Oui, c'est pas ce que mais c'est ma réponse.
peut-être, mais c'est pas tout vraiment, je demande une modification du PV, je soumets à mes collègues d'ailleurs. On avait demandé, donc une fiche de poste, la liste des obligations et missions qui ont été proposées afin d'éclairer le choix du montant des indemnités. Vous voulez que ça apparaisse dans le... Oui, oui. D'accord. Voilà, merci. Sur les travaux de terrassement air de camping-car, nous avions également demandé un tableau d'amortissement ainsi qu'une copie du contrat de camping-car parc afin de pouvoir voter également de façon éclairée cette délibération et aucun document remis en séance. Alors, je pense pas que ça doit être un tableau d'amortissement, ça doit être un tableau de financement. Pour être plus précis, parce que l'amortissement, ça ne va pas nous aider à grand-chose. Donc, vous voulez que vous soit transmis le tableau de financement qu'il avait proposé. Non, je suis apporté au la modification du PV. Et je laisse un financement et un amortissement. Et sur le tarif 1.3 place de l'église, vous êtes engagé, monsieur le maire, à faire lever les surfacturations de 2024, qui correspondent à peu près à 4 €. Ça également, je vois cette modification-là, je suis mon collègue. On en a parlé 3 fois, et ça n'apparaît pas dans la tablier. Non, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt que ça apparaisse. C'est pas ça, on demande simplement si ça retranscrive la nature des échanges. Il y a 2 sujets, le sujet du loyer et le sujet des 4 000 €. Et moi, je souhaiterais que le PV soit modifié en ce sens. Personnellement, j'ajouterais qu'à minima, il faut qu'il y ait également la copie de l'annexe du courrier qui a été dit, car ce qui a été indiqué dans les tarifs communaux, en fait, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et le courrier qu'a fait M. Rapinel l'explique clairement, à savoir qu'en fait, c'est suite au non-respect de la part du maire, qui avait signé préalablement l'accord tripartite, qu'on est arrivé à cette situation. Et ça avait été spécifié. Et donc, comme c'est faux, ça n'apparaîtra pas dans le PV. Non, ça a été signé. Ça n'a pas été signé. Non, ce que je veux, ça a été ma parole. C'est-à-dire, la parole que j'ai invoquée, c'est de dire qu'en effet, suite au non-respect, c'est ce qui a été dit, parce que ça a été ça, l'accord a été signé, l'accord tripartite a été signé. Okay, et c'est suite au non-respect de l'accord que celui-ci a été annulé. Et c'est ce que j'ai dit. Et le non-respect, c'est lié à la gratuité qui n'était pas faite. Voilà. Ce n'était pas possible. Donc, non, mais ça a été signé. Pas aux engagements qu'a pas tenu la commune. Ça a été signé. Ça a été signé, mais c'est comme les accords n'étaient pas tenus, bah ça a été révoqué. Non, je ne suis pas en train de rediscuter sur le sujet. Je dis simplement que ça doit simplement figurer sur le PV. Ça n'apparaît pas. Et je l'ai dit moi-même. Donc je souhaite que mes propos puissent figurer sur le PV. Et du moment que le contrat est résilié, ça n'a pas besoin d'être apparaître. Bah, je suis désolé. Non, sinon, c'est pas la peine d'enregistrer, on n'a qu'à tout arrêter. Si les propos ne sont pas pris en considération, à quoi ça sert? Mais il n'y a pas besoin de prendre les propos en considération. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Je cherche rien, simplement. Vous cherchez pour l'instant, c'est incompréhensible. Hein. On donne lecture de la conclusion de M. Rapinel sans savoir le pourquoi du comment. Et on baisse même le prix, le coût du loyer, sans explication. Qui va y comprendre quelque chose? Bah, de toute façon, il manquera beaucoup de détails si on veut comprendre vraiment toute l'affaire. Ça a duré pendant 1 an, donc on ne va pas le mettre dans le PV. De quoi? On ne le mettra pas dans le PV. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc ça vous plaît pas, c'est... Non, ça me plaît pas. Bah, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir en annexe le courrier de M. Rapinel? En annexe, si vous voulez, ça ne me pose pas de problème. Mais vous n'allez pas orienter le PV dans un sens ou mettre en avant... Je peux terminer? Oui. Donc vous n'allez pas orienter par des papiers qui n'ont aucun rapport sur un contrat qui est résilié. Je sais pas. Non, je regarde le contrat est résilié. Simplement, le PV, le procès verbal, doit correspondre à minima aux échanges qui sont faits par les conseillers. Et c'était, comment dirais-je, mon intervention par rapport à ça, qui a permis de comprendre effectivement que ça a été annulé. S'il y avait une délibération qui allait dans le sens que vous dites, il y aurait besoin d'avoir les infos. Là, le contrat s'arrête, il n'y a plus rien à débattre.
c'est pas qu'il s'arrête, hein. C'est qu'il a, en fait... Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, il y a qui est un fautif dans l'histoire et le mettre donc polémiquer, ça n'a aucun intérêt. Mais si, c'est Aucun intérêt. Si, ça a un intérêt. Si, parce qu'il y a un contrat qui a été signé. Il a été dénoncé Par la communauté de communes, parce que c'était pas respecté, les critères initiaux n'étaient pas respectés, parce qu'il fallait que ce soit gratuit. Je l'ai dit lors de la réunion, je souhaite que ça puisse... Et bien, ce ne sera pas mis, voilà. Parce que je corrige le PV, et ça n'a aucun intérêt de mettre ce truc-là. Donc si ça vous plaît pas, c'est comme ça. Et on passe à la suite. Pour les 4 000 euros, j'avais dit la dernière fois que ça allait être annulé, c'est qu'une question de comptabilité. Il faut que ça apparaisse. Mais ça n'a pas besoin d'apparaître, puisqu'on n'en parlera plus. On n'en parlera plus, pour l'instant... Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Expliquez-moi. Eh ben, c'est que les écrits restent... C'est ça, oui. Donc, monsieur le maire, je ne souhaite pas voir la tenue des débats. Parce que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a d'intérêt que pour monsieur Tassel et monsieur Trélu. Je pense que même pour les gens qui lisent les résultats... Eh bien, s'ils veulent avoir tous les termes, ils écoutent l'audio, il y a des personnes qui l'ont fait et il n'y a aucun problème. Mais si on veut... Un PV, c'est pas détaillé dans littéralement tout ce qui s'est dit dans le truc. Ce qui c'est important, c'est ce qui est la synthèse des points. Le point, si je peux terminer, le contrat est terminé, il est résilié. C'est tout ce qui compte. Le fait de tout ce qui est, on est passé par des épisodes qui n'en finissent pas avec ce truc-là. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est de la série télé ce que vous me proposez. C'est pas nous qui sommes à l'initiative, hein, d'avoir voulu augmenter. Un PV, c'est la synthèse. Et là, vous êtes en train de repolémiquer sur une affaire qui est terminée. Non, je polémique pas. Je demande simplement que mes propos figurent sur le... Pourquoi vos propos plus qu'aucun autre? Ça n'a aucune valeur ajoutée. Ça n'a aucune valeur ajoutée dans la synthèse qui a été mise, apporte suffisamment de clarification pour qu'on en reste là. Point. Donc, vous en refusez les termes. Oui, tout à fait. Oui, j'assume. J'assume, monsieur Trélu. Il y avait un bail, donc le bail, on avait voulu augmenter le bail, non, mais c'est il revenu n'y a pas eu de bail de signer, tu racontes. Il n'y a pas eu de bail. Tu vas rentrer dans l'histoire. Il n'y a pas eu de bail. Si, pour que le loyer soit à 100 € par mois. De toute façon, c'est pas l'objectif. Bon, de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Non, mais ça a un intérêt. Alors, on passe à la suite. On va passer au vote de l'approbation du PV. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? On comptabilise. On compte 4 ou on compte 2, je crois. Ouais, ça fait. Parce que j'ai une considération pour moi. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une. Donc on va pouvoir passer à la suite et entamer la première délibération qui concerne l'élection des membres des commissions et désignation des membres des comités consultatifs. Donc je vous ai mis en copie la dernière délibération qui avait constitué ces commissions en 2020. Donc, si je prends les commissions qui avaient été... Donc, on a gardé les mêmes commissions. Donc, l'ancienne composition de la commission d'appel d'offres, il y avait Madame De Almeida qui a démissionné. Donc, on l'a enlevée pour les nouvelles compositions. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rejoindre cette commission d'appel d'offres?
Donc la nouvelle composition est la même que la précédente. Monsieur Batelier, Monsieur Trélu, Madame Cloarec et Madame Prévost. Je ne sais pas si Madame Prévost continue à vouloir siéger dans la commission. En tout cas, on ne l'a pas enlevé. Après, vous avez la commission urbanisme. Donc là, c'était Monsieur Batelier, Monsieur Tassel, Monsieur Trélu et Monsieur Cloarec. On n'a personne d'autre. Madame Cloarec, pardon. Donc s'il n'y a pas d'autres candidats, on va garder ça comme ça. Après, on a la commission finance avec les mêmes personnes. Donc ça a été prolongé. Alors, il y a des changements au niveau des comités consultatifs. Donc je rappelle, les comités consultatifs sont des commissions avec des personnes de la commune. Donc, sinon, les autres, une commission, ça doit être rempli que d'élus. Donc, maintenant, il y a des comités consultatifs qui permettent aux habitants de venir siéger dans ces conseils consultatifs. Voilà. Donc, le premier, c'est voirie bâtiment. Donc, comme M. Briard avait démissionné, il n'est plus dans la commission, enfin, dans le comité consultatif, je vais y arriver. Donc, il y a deux nouveaux entrants qui sont M. Perriot et M. Tessot. Donc, sinon, pour cette commission, nous avons M. Batelier, M. Trélu, M. Tassel, M. Lebray, M. Perriot, M. Tessot, M. Guégan et M. Baudin. Après, donc, autre comité consultatif, où il y avait, qui est culture et communication, il y avait Madame De Almeida et Madame Poirier, donc qui ont été enlevés. Et les nouvelles personnes, oui. Donc sont Monsieur Batelier, Monsieur Tassel, Madame Guylaine Garceran, Madame Callard, Monsieur Lebray, Monsieur Lemarchand et Madame Trévinal. Ensuite, le comité suivant, c'est animation, jeunesse et affaires sociales. Donc pareil, il y avait Monsieur Briard et Madame De Almeida qui ont été rayés. Et donc, nous avons Madame Guylaine Garceran qui a souhaité faire partie, Madame Blondeau et Monsieur Valère. Donc en gros, avec ces personnes-là, il y a Monsieur Batelier, de toute façon je suis dans tous les comités, Madame Cloarec, Madame Callard, Madame Prévost, Madame Chaumont, et puis les autres, je les ai cités. Après, nous avons un autre comité consultatif qui est commerce, zone d'activité, développement durable. Donc, M. Briard en faisait partie, donc il a été enlevé. Et la nouvelle composition, donc, c'est M. Batelier, M. Tassel, Mme Cloarec, Mme Chaumont, Mme Lemoulec. Excusez-moi, je ne sais pas si je peux prendre la parole. Non, normalement non. J'ai jamais fait partie de ce genre de choses. Avez-vous un document que j'ai signé ou que je l'apprends ce soir? Donc, je l'apprends ce soir. D'accord. Donc, est-ce que ça relève d'un, je sais pas, vous pouvez lui passer la délibération de 2020? Je n'ai pas mémoire d'avoir signé quelque chose. J'ai jamais été informée de ça, je suis désolée. Donc évidemment que je Voulez-vous vous retirer? Non, oui, exactement. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Donc, pour commerce, zone d'activité et développement durable, nous avons M. Batelier, M. Tassel, Mme Cloarec, Mme Lemoulec, Mme Blondeau et M. Valère. Après, le comité suivant, c'est cimetière et jardin de la mémoire.
Donc là, on a, bah, ça n'a pas changé. Donc, Monsieur Batelier, Monsieur Trélu, Madame Cloarec, Madame Callard et Madame Vallée. Puis le dernier qui est étang loisirs association. Donc là, on avait Monsieur Briard donc, qui a été enlevé. Et les nouvelles personnes, donc c'est Monsieur Batelier, Monsieur Tassel, Monsieur Lemarchand, Madame Baraquet, Madame Guylaine Garcéran et Monsieur Perriot. C'est ça? Je ne me suis pas trompé. Je te pose une question, parce que j'ai lu que pour les commissions, il doit avoir un adjoint, son vice-président, au cas où il a, si vous êtes malade ou quoi que ce soit, et quelqu'un qui puisse prendre le relais s'il y a une réunion prévue. Est-ce que ça se choisit maintenant ou est-ce que ça se surveille pas? Pour les comités, non, il y a, si vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas présent. Non, mais si vous êtes malade, comme vous devez être présent. Bah, il n'y a pas de commission. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas de... Non. D'accord. On reporte la commission. On reporte la commission ou alors je délègue. Ça pouvait avoir un vice-président de séance de... Non, on reporte de 8 jours ou de 15 jours. Ok, parfait. Mais vous inquiétez pas, je serai là. Donc voilà toutes les 3 commissions et les 1, 2, 3, 4, 5, 6 comités consultatifs avec leurs nouveaux participants. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres remarques ou des questions. Donc on va pouvoir passer au vote. Donc le vote est d'adopter ces compositions pour pouvoir justement les lancer. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, une abstention. Donc 2 abstentions? Oui, 2? Non, Non, c'est pas forcé. Non, mais Jacques, je ne vais pas manipuler là-dessus. D'accord. Très bien. On va donc continuer. Je regarde l'heure. Pour l'instant, on est dans les temps. Alors, délibération suivante, mise à jour du RIFSEP. Donc, vous avez un document, mais je vais céder la parole à M. Arquette qui connaît très bien le sujet, qui va vous expliquer le but de cette délibération. Vous avez tous un document où c'est intitulé RIFSEP qui reprend très succinctement ce que ça veut dire et ce que c'est. Donc le RIFSEP, R-I-F-S-E-P, ça veut dire c'est régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. C'est assez pompeux comme nom. C'est en fait une mesure qui avait été mise en place dans la fonction publique d'État à partir de 2014 pour pallier, entre autres, aux difficultés financières liées aux grilles de salaire qui sont très très contraintes dans la fonction publique d'État, comme dans d'autres entreprises. Enfin, et donc, cette déclinaison a été forcée et les organismes de la fonction publique hospitalière et territoriale, comme les communes, ont été obligés à partir de 2017 de mettre ça en place aussi dans les communes pour la fonction publique territoriale. Et avait été pris une délibération en 2017 au sein de ce conseil municipal, par l'équipe précédente, sur la mise en place. Bon, sauf que c'était les balbutiements, le CDG à l'époque était pas très calé, les informations n'étaient pas très bonnes. Donc la délibération qui a été prise, en fait, elle est à dépoussiérer parce qu'il faut la mettre en adéquation avec la réglementation de la fonction publique d'État, puisque ça découle de ça, et parce que aussi il faut la mettre en adéquation avec le tableau des effectifs de la collectivité. J'ai pas la délibération sous les yeux, mais enfin ça avait été un grand fourre-tout, mais c'était un manque d'informations concrètes et intéressantes. La délibération avait été prise, elle était bonne, mais elle était
elle était presque contestable parce qu'il y avait tout dedans, en fait, mais c'est parce que les élus et la collègue qui était à l'époque n'avaient pas d'informations suffisamment concrètes pour bien pouvoir travailler, en fait, tout simplement. Donc, alors pour un peu plus dans le détail, dans le RIFSEP, on va parler plus simplement, c'est une prime qui se décompose en deux parties. Il y a l'IFSE. L'IFSE, ça veut dire indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, qui est liée aux fonctions exercées par l'agent et son expérience professionnelle dans son poste directement, avec sur la commune une déclinaison avec un versement mensuel et un autre annuel. Et la deuxième partie du RIFSEP, c'est le CI, le complément indemnitaire, qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir avec un versement annuel. C'est un rapport, je pense que dans ceux qui travaillent dans le privé, les entretiens professionnels, souvent des primes sont accordées si comment on appelle ça, si les objectifs ont été atteints. Grosso modo, c'est quand même une déclinaison de ce qui se passait dans le privé avant. Voilà, donc pour la commune, et dans beaucoup de communes, parce que cette délibération, tous les bénéficiaires du RIFSEP sont les agents qui sont titulaires ou stagiaires, qui soient à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet, et également les agents contractuels de droit public comme de droit privé, à temps complet, non complet, avec ici il y a une spécificité qu'il faut avoir au moins un mois d'ancienneté pour pouvoir l'apercevoir, pour ce qui concerne tous les agents qui ne sont pas titulaires de la fonction publique. Pour les groupes de fonctions, en fait, c'est les groupes de métiers. On va dire, moi, le mien, c'est c'est la filière administrative. Les gars à l'extérieur, c'est la filière technique. Il y a la filière sociale, il y a la filière, etc. Donc, pour ce qui concerne la commune de Sins, il y a deux groupes de fonctions. Dans chaque groupe de fonctions, il y a des classements, on va dire, catégorie C, B et A. Et ici, pour ce qui concerne, il y a une catégorie B, c'est mon emploi, et les catégories C, c'est les emplois de Stéphane, de Régis et de Claire. Vanessa, qui n'est pas concernée par ce dispositif, puisqu'elle est salariée via le centre de gestion des dividendes. Voilà, donc cette déclinaison, donc l'IFSE mensuel et CA, il y a en fonction du groupe de travail et du métier, il y a un montant minimum et un montant maximum qui peut être alloué, comme un montant annuel qui est décliné mensuellement. Voilà. Et donc la partie où le bas blesse en fait avec la réglementation de la fonction publique d'État, c'est que des montants minimum et maximum avaient été accordés. Et en fait, maintenant, il y a obligation de plus mettre de montants, de se calquer sur les montants minimum et maximum de la fonction publique d'État, puisque c'est la référence en fait dans le domaine. C'est pas pour ça que les primes sont au maximum. Ça augmente la fourchette pour pouvoir attribuer des primes éventuelles aux agents. C'est tout simplement ça qu'il faut retenir. Et alors, pour information, pour le groupe 1, les rédacteurs territoriaux, donc la catégorie B de groupe de fonction, actuellement, l'IFSE mensuel, l'attribution du montant annuel décliné mensuellement, c'est entre 3 500 et 4 500 euros. L'IFSE annuel, c'est entre 600 et 1000, et le CI entre 500 et 200. Donc, ça, c'est ce qui se passe actuellement. La proposition, et ce que vous allez vouloir voter, c'est de mettre un montant minimum à 0 et de mettre le montant maximum qui est de 17 480 euros. Voilà, c'est le montant maximum. Encore une fois, je répète, c'est pas parce qu'il y a un montant maximum qu'il est forcément appliqué. La fourchette, elle est grande. Donc ça, c'est pour les FSE mensuels. Pour les FSE annuels, qui correspond grosso modo à une prime de fin d'année, c'est la même fourchette. Et pour le CI, la fourchette, elle serait de 0 à 2380. C'est juste des chiffres, en fait, vraiment, qui changent. Il faut vraiment le prendre comme ça. Et pour ce qui concerne les catégories C, actuellement, l'IFSE mensuel, il y a deux groupes. Il y a le groupe 2, c'est le groupe 3, c'est pas le groupe 2. Il y a le groupe 2 et le groupe 3. Le groupe 2, c'est les adjoints techniques principales première et deuxième classe. Ça concerne Stéphane et Régis. Et le groupe 3, c'est adjoint technique, ça concerne Claire. Et alors les plafonds actuellement sont pour les FSE mensuels entre 600 et 900 pour le groupe 1 et entre 500 et 800 pour le groupe 3. Pour le groupe 2, pardon, et pour le groupe 3, 500 et 800. Et les FSE annuels
Pour tout le monde, pareil, c'est la même chose que pour ce que je vous ai dit pour la catégorie B, entre 660 et 1000, et le CI entre 500 et 200. Donc les nouveaux montants minimums proposés seraient 0 pour tout le monde, et 11 400 pour ce qui concerne l'IFSE, et 1260 pour ce qui concerne le complément indemnitaire. Ça, c'est pour les adjoints techniques principales première et deuxième classe. Je répète, c'est Stéphane et Régis, pour ne pas les citer. Et pour l'emploi de Claire, le groupe 3, les montants minimums seraient de 0. L'IFSE mensuel, 10 800. Et le CI, 1200. Est-ce que vous avez des questions? J'ai conscience que c'est un petit peu... Oui, parce que je pense que j'ai fait groupe 1, Oui. c'est Claire ou c'est Régis? Non, groupe, alors je me suis trompé, je pense que dans le tableau, Oui, vous parce avez que eu... Ouais, c'est groupe 2 et 3 en fait. C'est pas 1 et 2. Voilà, D'accord. ouais, c'est un mauvais copier-coller. Du coup, c'est le groupe Deux- 1, c'est le groupe 2. Voilà. À la place de 1, il faut mettre 2, à la place de 2, il faut mettre 3. Voilà. C'est un mauvais copier-coller. Voilà. J'ai mis une question juste pour vas-y. Non, c'est juste une question d'ordre, peut-être d'ordre pratique. Donc ça correspond à des primes. C'est ça, ouais. Ouais. Et ces primes sont votées comment? Elles Ah sont bah. votées ou elles sont... Non, c'est moi qui les attribue en fait chaque année suite à l'entretien individuel. D'accord. Il faut qu'à chaque fois on révise l'IFCE donc mensuel et annuel et le CI qui est plus faible. Et c'est un moyen de gérer les personnes pour les motiver. Donc le problème c'est que jusqu'à maintenant c'était fixé avec un plafond que la plupart ont atteint. Donc je crois qu'il y a l'ensemble des IFCE, le plafond était atteint, donc il n'y a plus moyen de faire supérieur. Donc c'est pour ça qu'on vote pour le mettre au maxi, comme ça on n'aura pas de... Mais effectivement, comme disait M. Arquet, on ne va pas mettre 17 000, ça ferait quand même un peu beaucoup. Parce que là, il s'arrêterait de travailler. Non, mais ça fait aussi qu'avant, d'après ce que j'ai compris, la prime est obligée de... La prime à la fin est obligée d'être de 500 à 2000, je pense. Et maintenant, ça peut être 0. Je veux dire, si l'année n'était pas bonne, il n'y a pas de prime de plus à la fin de l'année. Ça peut être aussi des deux côtés, c'est positif, mais pas rester dans les acquis. Alors, on ne peut pas redescendre. En plus, c'est ça qui est intéressant à savoir, c'est qu'on ne peut pas descendre l'IFCE. C'est impossible. Non, Le seul qu'on peut descendre, c'est le CI. Oui, Le CI se donne chaque année, alors que l'IFCE se donne chaque année et il y a aussi un FCE au mois. Oui, mais je parlais du CI, que justement le fait que... Alors le CI, avant, c'est plus souple, mais il y a moins à donner. Oui, mais avant, il y avait un minimum donné de base. C'est-à-dire que même si l'année n'a pas été super, bah, il savait qu'il allait voir ça. En faisant de 0 à 1200, ça permet aussi... Alors après, je crois que c'est interdit de donner 0. Ben, Il me semble que... ouais, ça, moi, j'ai jamais donné 0. Hein, donc, mais c'est le maire qui attribue effectivement les primes par rapport à la performance de chaque employé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ça Bon. rejoint la question. On a une question un peu de Bon, bah, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Parfait. Donc, eh bien, le nouveau RIF7 est adopté à l'unanimité. Alors, la délibération suivante concerne l'indemnité des agents recenseurs et agents coordonnateurs. Donc, le recensement s'est terminé le 15 février, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et donc, l'État propose une prime pour attribuer justement les personnes qui ont suivi ce recensement. Et donc il y a 2 personnes qui ont travaillé, dont M. Arquet, pour superviser, pour coordonner. Et donc
Madame Bunel pour suivre et à faire du porte-à-porte pour ceux qui n'arrivaient pas à saisir leur recensement sur Internet, ce qui était quand même assez rare. Pour la petite histoire, donc on est officiellement 486 habitants. Donc on a progressé de 5% par rapport au dernier recensement de 2019, ce qui est pas mal du tout. Donc il y avait, alors je vais vous laisser la parole pour expliquer combien il y avait exactement. Donc la dotation forfaitaire, elle est liée à la taille de la commune, en fait, le nombre de recenseurs. Donc, une commune comme Pennes-Fougères qui faisait son recensement a une dotation forfaitaire plus importante que celle de Sins. Pour Sins, elle est de 939 euros. J'ai pas entendu. 939. 939 euros. En tout, c'est la dotation forfaitaire. Alors, comment elle est calculée, je ne sais pas, mais C'est la dotation totale par rapport aux habitants. Ouais, c'est ça, ouais. Bah non, parce que ça a baissé en fait. Enfin, c'était plus la dernière fois, en 2019. Quelquefois, il n'y a pas de logique, parce qu'on peut avoir une toute petite commune avec beaucoup d'habitants. Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est lié beaucoup au nombre d'habitants en fait. Et puis par rapport au dernier recensement, Quelquefois, les agences sociales sont obligées de faire beaucoup de kilomètres pour avoir une commune avec très peu d'habitants, mais avec comme ici à Saint, c'est vraiment dispatché. Ouais, clairement. Ouais. Du coup, c'est pas correct. Ça, c'est je pense que dans la dotation, ce calcul est fait. Quoi. C'est assez. On a reçu un courrier en disant voilà, la commune de Sins, elle a droit à 939 euros. 939. Bon. Ça pourrait être intéressant de savoir comment ça se calcule, mais je ne peux pas vous répondre. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous avez des... Donc on a décidé, puisqu'on s'est concerté avec M. Hercouet, d'attribuer, de faire 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour l'agent recenseur et 1 tiers pour le coordonnateur. Et donc c'est ce qui fait 626 pour l'agent recenseur et 313 pour le coordonnateur. Et donc c'est ça que je vous propose de voter, à moins que vous ayez d'autres questions. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bon, très bien, merci pour eux. Donc, on passe à la délibération suivante, qui est l'achat de la parcelle AB 326. Donc, vous avez un plan avec le cadastre. Donc, c'est une parcelle qui se situe impasse Bel Air, dans la cité. C'est en fait la rue avec un petit bout de pelouse contre la limite de propriété des autres, qui se trouve de l'autre côté de Bellevue. C'est la route entière. Ouais, c'est la route. En fait, c'était resté aux Maisons de la Rance. En fait, le bailleur social qui a vendu, enfin, où les gens étaient logés, puisque c'était une des premières cités HLM de Sins. Il y avait, je crois qu'il y a une 50aine de maisons. Et dedans, petit à petit, les maisons étaient vendues. Les personnes, soit locataires, ont racheté, soit après, à la fin de la location, ça a été vendu. Et donc, il reste cette espèce de verrue qui est en fait la rue qui appartenait toujours à la Rance, alors que normalement, ça devrait être transféré à la commune, pour la simple et bonne raison que ils ne font pas vraiment l'entretien, quoi. Il n'y a pas d'entretien. Et le petit bout de pelouse au fond, c'est de la friche, quoi, parce qu'ils ne viennent pas non plus entretenir. Donc, je les ai contactés pour, une fois que j'ai identifié ce problème, pour leur proposer un prix donc de 1 euro, donc ça fait 484 euros, parce qu'il y a 484 mètres carrés. L'intérêt pour la commune, c'est déjà d'avoir cette verrue qui est entretenue comme le reste de la commune. Et puis, vous voyez sur le plan que ce qui est en rose, c'est la parcelle AB100 qui appartient à la commune. Et donc, le petit passage qu'on récupérerait fait 4 mètres, ce qui permettrait de faire une ouverture. Et vous avez une bâche à incendie qui se trouve au début
de la rue, de l'impasse Bel Air. Et ça permettrait, en fait, depuis cette bâche, de couvrir... Sur la parcelle AB307. Oui, c'est ça. Ça permettrait de couvrir l'ensemble de la rue de la partie rue de Bellevue qui est circulaire. Donc, c'est-à-dire que si jamais il y avait un incendie sur les différentes habitations, il n'y a pas besoin de remettre une autre bâche à incendie. Alors, il y a un autre terrain que vous voyez plus haut qui est AB97, qui est à l'entrée de la rue de Bellevue. Le square, oui. Et donc, ça aurait été possible de mettre une bâche, mais une bâche, ça coûte 12 000, 13 000 euros. Donc, le fait d'acheter à 484 euros cette petite parcelle nous permettrait de couvrir l'ensemble de la rue de Bellevue, en plus d'un point incendie qu'on a à l'église. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un certain nombre de débits, c'est-à-dire c'est 60 mètres cubes heure pendant 2 heures, pour ce qui est la norme. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet aux pompiers de se brancher et de pouvoir bénéficier de 120 mètres cubes d'eau, ce qui est suffisant pour éteindre un gros incendie. Et les distances au point incendie sont de 200 mètres dans les zones urbaines. Ce qui fait qu'en fait, si je fais le calcul, c'est-à-dire qu'on peut on peut couvrir l'ensemble de la rue de Bellevue avec les 2 points incendie, où les camions pompiers se mettent dessus et ensuite déroulent leurs tuyaux. Donc voilà les différents intérêts et l'enjeu de cette petite verrue. Est-ce que vous avez des questions ? Après, il y a aussi un autre intérêt, c'est que si jamais on a un projet sur cette parcelle de construction ou de mettre un logement, on est aussi couvert, bien sûr, parce que les points incendies sont obligatoires quand vous avez pour donner un permis de construction. Si jamais il n'y a pas une réserve incendie proche, je ne peux pas accorder de permis de construction. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui à la Touche Gilbert, où toute nouvelle construction, il n'y a pas encore de réserve incendie, donc je ne peux pas accorder les permis. Pas de remarques. Donc je vous propose de passer au vote. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Deux. Ah oui. Une aparté par rapport à ça. La Rance est d'accord ou... Oui, bien sûr. Ils m'ont confirmé, c'est pour ça que sinon je l'aurais pas mis. Très sincèrement, la gestion de la Rance, de ces logements, c'est déplorable. Moi je vous dis, parce que j'habite dans un de ces logements, les logements se dégradent à une vitesse folle, et la Rance n'a aucune gestion de ses biens, vraiment. Et vous étiez locataire au début? Ah non, pas du tout. Moi j'étais propriétaire dès le début, et je me suis retrouvé avec des personnes en face de moi qui ont plus détruit le bien de la Rance qu'ils ne l'ont. Et quand je dis détruit, c'est détruit de fond en comble. Vous parlez des locataires, quoi. Ah oui, des locataires. Hein. Oui, franchement, c'était du grand n'importe quoi. Aucune gestion. Bon, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils les ont vendus, parce qu'ils se sont aperçus que quand ils sont rentrés dans ces biens, une fois que le locataire était parti, que les biens, ça ne ressemblait plus à rien. Mais vraiment plus à rien. Et avec, quand je dis aucune gestion, c'est que les personnes qui avaient 11 enfants, les personnes avec une dizaine de chiens, même pas une sélection dans les personnes qui puissent... Très bien. Moi je pense que c'est bien que l'ensemble de ces maisons puissent être converties en propriété privée, parce qu'en soi, s'il n'y a pas de gestion même du bailleur, là il n'y a pas d'intérêt. Pour moins que le bailleur soit carré. S'il n'est pas carré, il n'y a pas d'intérêt. Bon, je vous propose de passer à la suite. Donc, le gros morceau... Pardon, j'ai une petite question de la délibération de couvert pour la suite.
juste l'ouvrir. Je suis obligé de la faire en édition aussi. Oui, oui. Donc, je demande à mes collègues de me suivre. Je leur propose en fait le vote à différents près. Donc, je demande qui est partant pour le. Donc c'est un tiers des présents. Et j'ai la procuration de mon module. Oui, mais c'est des présents. Oui, Donc ça fait 6, hein, c'est ça? Il demande... Alors, mardi, c'était mardi. Nous avons fait une commission finance avec M. Trélu, M. Tassel et Mme Clorec, comme celle que je vous ai citée tout à l'heure. Et donc, nous avons balayé en détail l'ensemble des comptes. Alors, avant, il y avait le compte administratif et le compte de gestion. Le compte de gestion était tenu par la trésorerie, le compte administratif par la mairie et le maire. Et donc, il y a eu une très bonne idée, de fait, c'est de réunir les deux comptes. Ça fait beaucoup moins de paperasse. Alors, l'idée, c'était que le compte de gestion devait être validé par la trésorerie, le compte administratif par la commune, et il devait arriver au même montant. Donc, quand c'était le cas, la trésorerie était contente et validait l'ensemble des comptes. Là, en fait, chacun de son côté a le même compte et valide en fait de la même façon, mais ça fait quand même un gain de temps. Et puis l'autre avantage pour ce qui nous concerne, c'est qu'on n'a qu'un seul vote à faire, tandis qu'avant on avait le compte de gestion à voter et le compte administratif à voter. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je vais juste introduire en disant qu'il y a toujours dans un compte deux parties. Une section de fonctionnement qui concerne toutes les opérations de la commune, les frais de la commune, et une section d'investissement qui sont tout ce qui concerne les futurs investissements, mais aussi le remboursement de l'emprunt, par exemple. Donc dans ces deux sections, vous avez une partie recettes et une partie dépenses. Voilà, donc, et les recettes, la différence doit faire un montant positif dans les deux cas. Plutôt dans le cas du fonctionnement, puisqu'au niveau de l'investissement, ça peut être négatif et le fonctionnement va compenser. On le verra plus tard avec la synthèse, le tableau de synthèse. Et donc, je vais transmettre la parole à M. Arquet, qui va vous expliquer, alors pas en détail comme mardi, mais dans les grandes lignes. Ce que je vous propose, c'est que si vous êtes intéressé par les détails, c'est pour un gain de temps, parce que sinon on va passer la nuit. Les documents sont transparents. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez très bien, après coup, regarder et puis contacter M. Arquet, et il se fera un plaisir de vous dire à quoi ça correspond. Tous les coûts sont détaillés, il n'y a pas de secret. Voilà. Oui, donc je reprends ce que vient de dire M. le maire, et surtout, n'hésitez pas, parce que ça va être un peu fastidieux, à poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, c'est normal de ne pas savoir, surtout il y a des nouveaux élus. C'est compliqué, c'est assez fastidieux, c'est plein de chiffres. Et je me ferai vraiment un plaisir de vous expliquer, parce que c'est une manière de comprendre, c'est vraiment intéressant quand on a un peu les codes, quoi. Mais surtout, n'hésitez pas, il y a vraiment... voilà. Donc, comme je vais juste reprendre un petit peu, donc il y a dans un budget de la communale d'une collectivité, donc il y a deux sections, fonctionnement et investissement. Le fonctionnement, les dépenses, c'est l'électricité qu'on paye, c'est les salaires qu'on paye, c'est le gasoil qu'il faut mettre dans le tracteur, c'est les graviers qu'on prend ou le touvement qu'on achète pour réparer les routes, enfin, etc. Les graines pour faire de l'embellissement du bourg. Alors, et ces dépenses de fonctionnement, elles sont réparties en chapitres. Alors,
Vous avez le document qui est à voir, c'est celui où c'est marqué fonctionnement dépenses floté vert en haut, c'est le seul où il y a 3 pages. Donc pour comparaison, ça c'est des choses que vous pourrez regarder plus tard, c'est à chaque document que je vous ai donné, il y a toujours il y a 5 colonnes. La colonne de droite, CA 2024, ça s'appelle encore CA puisque c'est pas encore voté en CFU, mais c'est compte administratif 2024, donc ça veut dire que c'est les dépenses réelles. Là on parle de dépenses réelles sur l'année 2024. C'est vraiment ce qui a été dépensé par opération, le détail. BP 2024, ça veut dire qu'on a à côté budget primitif, budget prévisionnel, donc 2024, c'est ce qui avait été acté par l'année dernière, en fait, par la Cour générale des comptes, et notamment la préfecture, ce qui a été voté, donc c'est des estimations de dépenses. Et les 3 colonnes d'avant, c'est un compte à rebours, on va dire, des dépenses actées et réalisées pour l'année 2023, 2022 et 2021. Ça permet à chacun de voir un petit peu. Moi, ça me permet aussi pour voir un petit peu, comme j'ai qu'un an d'ancienneté un peu plus sur cette collectivité, voir comment évoluent les dépenses. Voilà. Donc tous les tableaux sont mis en forme de la même manière. Donc, comme il a été acté, on disait monsieur le maire, il a été acté mardi en commission finance de ne pas rentrer dans le détail des comptes ou des articles. Alors les articles, c'est tous les chiffres qui sont par exemple pour la première feuille, 605, 606, 11, ça c'est les articles. Et tous ces articles sont réunis dans un chapitre général qui est le 011, charge à caractère général. Et donc dans un budget d'une collectivité, il y a plusieurs chapitres qui réunissent tous les... Donc là, on va se focaliser vraiment sur les chapitres. Donc c'est la ligne 011, charge à caractère général, c'est la ligne en gras. Voilà. Donc, dans ce chapitre-là, le chapitre 11 correspond à ce que je disais, toutes les dépenses de carburant, d'alimentation, de vêtements de travail, de location de matériel de tarière, par exemple, je dis les primes d'assurance, c'est vraiment le fonctionnement au quotidien, on va dire. Quoi. Ça peut ressembler à un budget personnel. Quoi. Donc, la dépense qui avait été actée et votée, donc c'est la colonne 1, 2, 3, 4, en partant... qui a été voté de 162 400 €. Tout le monde voit bien où je suis, ouais. Et donc, ce qui a été réellement dépensé sur la commune de Sins en 2024, c'est 146 466,25 €. Donc, tout ça il y a eu un peu moins de dépenses que ce qui avait été prévu. Donc ça, c'est vraiment pour le chapitre charge à caractère général. Si vous voulez tourner la page, il y a un autre chapitre qui s'appelle le chapitre 012. C'est les charges de personnel et frais assimilés, donc c'est tout ce qui est salaire, cotisation salariale, pour le personnel qui titulaire, non titulaire, ou le personnel affecté en portage comme du CDG, comme Madame Soares. Avait été voté 232 000 €, ont été réellement dépensés 229 510,81 €. Le chapitre suivant, c'est le chapitre 014 qui s'appelle atténuation de produits. Donc ça c'est... Oui, pardon. Qu'est-ce qu'on entend par personnel non titulaire? Le personnel non titulaire, c'est le personnel contractuel. Non titulaire de la fonction publique territoriale. En fait, une personne qui est fonctionnaire, elle est titularisée. Oui, d'accord. Et donc, celle qui, par exemple, quand on a un contrat CDD, privé ou CDI, on ne rentre pas dans le cas de la titularisation parce qu'on ne va pas dans une démarche de fonctionnalisation. Donc je poursuis avec le chapitre 014 qui est la atténuation de produits. Ça correspond à toutes les dépenses que la collectivité peut avoir en lien avec la Comcom notamment. La communauté de communes prend des compétences au fur et à mesure de sa vie et qui enlève des compétences à la commune, mais la commune avait des charges là-dessus, donc elle rembourse la Comcom à hauteur des dépenses que fait la Comcom en lieu et place de la commune. Le 022, dépenses imprévues, bon ça c'est un chapitre que j'aurais pu enlever parce que ça n'existe plus. Enfin, on ne peut plus rien y mettre depuis longtemps, mais il apparaît toujours dans la comptabilité des logiciels. Le chapitre 023, virement à la section d'investissement, alors avait été acté, voté 188 477,77 €. Au budget. Hein. Ouais, au budget, ça avait été budget prévisionnel. Il n'y a rien eu de viré à la section d'investissement. Bon, l'argent, il n'est pas perdu, il est encore sur les comptes de la collectivité, sauf que comme l'année dernière, le budget avait été voté, enfin a été acté par la préfecture et que les investissements étaient incertains, donc il n'y a eu aucun intérêt de virer cette somme-là sur la section d'investissement. Il n'avait pas été choisi au conseil municipal comment affecter l'excédent de fonctionnement
Voilà, donc c'est pour ça que c'est resté comme ça. Mais encore une fois, l'argent là, il n'est pas perdu, il est bien sur les comptes de la collectivité. Le chapitre 042, le suivant, opération d'ordre de transfert entre sections. Ça n'a rien que vous en parle parce que c'est des écritures d'ordre, c'est pas une vraie dépense. Là ça rentre dans les dépenses de fonctionnement, mais ça rentre dans les recettes de la section d'investissement. C'est juste, c'est de l'amortissement. Enfin, donc ça, voilà. Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, donc avait été voté 38 090 €, ont été réellement dépensés 35 693,86 €. Ça, c'est tout ce qui correspond aux indemnités des élus, à leur cotisation de retraite, la formation des élus, les contributions au service du SDIS, par exemple, les subventions aux associations. Voilà. Le chapitre 66, charges financières, ça il y a un seul article dans ce, c'est le remboursement de l'intérêt de la dette. Pour une collectivité rembourse le capital de sa dette sur le budget d'investissement et les intérêts de la dette sur le fonctionnement. Le chapitre 67, les charges spécifiques, ça correspond à c'est des titres, des recettes qui ont été annulées en fait sur les exercices précédents. Des recettes L'intérêt réglé à l'échéance, quasiment 9 000 € de... Chaque année, ouais. L'intérêt. Chaque année. Ouais. Vous voyez, alors ça a un peu diminué parce que moi j'avais pas eu mon calcul, mais c'est intéressant de voir justement d'une année sur l'autre, depuis 2021, c'est un chiffre qui diminue. Enfin, c'est le principe de remboursement d'un emprunt. Les intérêts sont très élevés au départ, et puis ça diminue au fur et à mesure, enfin, ça fait la bascule avec le capital. En fait. Et le dernier chapitre, qui est le chapitre 68, dotation aux provisions de dépréciation, bon, ça c'est des écritures aussi très comptables que la trésorerie nous demande. C'est si les amortissements sont pas bien réalisés, il faut prévoir un chiffre, mais qui ne sert à rien. Vous voyez, il n'y avait rien les années précédentes. On m'a obligé à mettre 403 € l'année dernière, et puis au final, voilà, qu'il y a rien. Voilà, donc ce qui fait un total, on peut reprendre la première page, de voter en 2024 648 863 € et de réellement dépenser, j'insiste sur le total, mais c'est vraiment les dépenses réelles pour le budget fonctionnement de la collectivité de Sens en 2024, c'est 438 919,31 €. Voilà, donc on va passer tout de suite à la même chose en fonctionnement mais en recette, c'est la partie... oui, Juste une petite question. c'est sûr. Pourquoi sur 2021, 2022, 2023, on n'a pas l'électricité Parce que ça a été affecté à un autre endroit. Ça a dû être affecté à l'article juste en dessous, au 606-18. Parce que alors, ce qu'il faut savoir aussi en comptabilité publique, c'est que l'affectation dépend de comment la personne qui fait les titres et les mandats, donc moi en l'occurrence, comment j'apprécie la dépense, où je la mettrais bien cette dépense. Donc quand c'est de l'électricité, normalement, ça devrait, depuis 2021, les charges d'électricité et d'énergie, il aurait dû avoir une ligne pour 2021, les 20 653,17 € qui ont été mis dans l'article 606-18, autres fournitures non stockables, auraient dû être mis dans la ligne du dessus. Voilà, c'est une écriture comptable, tant que ça ne dérange pas la trésorerie, ça se passe comme ça. Donc on peut pas avoir l'évolution de l'électricité, c'est sûr que c'est beaucoup plus. Non, parce que c'est vraiment les charges d'électricité en fait. Quoi. Oui, elles ont été mal affectées en fait. Quoi. Mais les charges d'électricité, c'est forcément beaucoup plus parce que voilà, on n'a aucune notion de la chose en fait. Ben si, parce que la dépense les 26 653,17 € en 2021 correspondent bien à des dépenses en électricité. Sauf qu'elles n'ont pas été affectées dans le bon article. 20 653 €. Ouais. D'accord. Et l'eau et l'achat de matériel, elle n'a pas eu. L'eau et l'achat achat de matériel, l'équipement, non, il n'y a pas eu les années précédentes. Là, ouais. Ou alors, peut-être que c'était du matériel qui a été considéré comme un investissement, donc pour le coup, ça passe sur le budget d'investissement. Ouais. Alors, donc, je disais, si vous voulez bien, on peut passer à la même chose en fonctionnement recette. Donc c'est Donc ce que je vous propose, c'est si vous avez justement ce genre de truc qui vous interpelle, vous le notez, vous préparez une liste et puis vous venez trouver les explications auprès du secrétariat. Donc en fonctionnement recette, c'est un peu le même principe. Donc la mise en page est la même. Ceci près, c'est qu'il y a une petite ligne au départ où c'est marqué 002, résultat de fonctionnement reporté.
Ça, c'est l'excédent du fonctionnement de l'année précédente qui a été reporté intégralement sur le budget de fonctionnement en recettes. On le verra à la fin avec le vote du CFU et le tableau synthétique que vous avez reçu avec la convocation pour ce conseil municipal. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, mais c'est une somme, c'est 26 027 euros et 27 de recettes et d'actés qui rentrent dans le budget de la collectivité pour 2024. Donc les recettes de fonctionnement, c'est pareil en chapitre. Le premier chapitre, 013, atténuation de charges, c'est des remboursements. Bon, c'est assez facile de le voir. Il y a des remboursements sur le personnel communal, enfin sur la rémunération du personnel en cas d'arrêt de travail. C'est les assurances statutaires qui remboursent. 042, opérations d'ordre de transfert entre sections. Bon, ça, c'est des opérations comptables qui, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, ça n'a pas d'impact réel sur les finances de la collectivité. De toute façon, il y a un apport. Le chapitre 70, produits de services du domaine et de ventes diverses, donc avait été prévu 23 700 euros, a été réellement reçu 30 512,06 euros, donc un peu plus que prévu. Tout ça, ça prend les ventes de bois quand il y en a, les locations, la régie de pêche, la régie à un moment la régie de... Il y a eu aussi la régie de location de salle avant que ça ne soit plus une régie. L'heure de camping-car. Non, camping-car. Si, le camping-car aussi. Comme la facturation cantine et garderie, ça rentre dans ce chapitre. Le chapitre suivant, 73, impôts et taxes, avait été estimé 41 276 euros, a été réellement reçu 39 862. Donc ça, c'est les contributions que l'État peut apporter en fonction de la taille de la commune, en fonction des ressources de la Comcom et du reversement à la commune. C'est des chiffres qu'on connaît parfois juste au moment où on fait le budget ou parfois après. Donc c'est pour ça que le chiffre prévu n'est pas toujours le chiffre reçu, parce que ça a toujours tendance à la baisse, mais c'est des chiffres, c'est l'État. C'est un peu comme la dotation forfaitaire tout à l'heure par rapport au recensement. C'est des chiffres qu'on reçoit. Je suis incapable de vous dire comment c'est calculé. Le chapitre 731, fiscalité locale, ça c'est tout ce qui correspond. Donc avait été envisagé, estimé 187 936 euros, ont réellement été reçus 194 300. C'est tout ce qui correspond aux impôts locaux. 74, dotation et participation, donc estimé 189 934, reçu 198 812 85. Alors c'est là-dedans, il y a la DGF, donc c'est la dotation générale globale de fonctionnement des collectivités. C'est des dotations qui sont reçues, qu'on reçoit de l'État encore. Les dotations de solidarité rurale, c'est en fonction de la strate de la collectivité, de la richesse de la collectivité, du nombre d'habitants, du kilomètre de voirie. Il y a plein de critères qui sont. Il y a aussi les remboursements de la TVA, les fonds de compensation de la TVA, pour toutes les opérations de fonctionnement qui sont susceptibles qui peuvent bénéficier de remboursement de TVA. Parce que dans une collectivité, il n'y a pas que l'investissement qui génère la récupération de la TVA, il y a aussi des opérations en fonctionnement. Voilà, c'est les principaux, les subventions aussi de l'État qui alimentent ce chapitre. Le chapitre 75, autres produits de gestion courante, avait été estimé 23 000, reçu 38 356,78. Là, c'est principalement, en très grande partie, la location des salles et location des biens communaux, des loyers qui sont perçus par la commune. Le chapitre 76, produits financiers, alors je crois que c'est remboursement du crédit agricole pour je sais pas trop quoi. Donc c'est 23,84 €. Voilà, si ça vous intéresse, je pourrais chercher mais là tout de suite je peux pas vous dire exactement à quoi ça correspond. Et le chapitre 77, produits spécifiques, là c'est des mandats qui sont annulés, c'est des mandats qui sont annulés sur les années précédentes aussi. C'est pareil, c'est des recettes qui viennent en plus. Donc les mandats, c'est des factures qu'on reçoit et les titres, c'est des recettes qu'on reçoit. Voilà. Voilà, alors,
on peut remarquer, mais on verra peut-être après, mais je le dis juste, vous voyez, ce qui est important à savoir, c'est que de réellement dépenser, donc je vous le répète tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 438 919,31 €, et de réellement reçu, il y a 471 953, auquel il faut ajouter la deuxième ligne, où il y a 226 027,27. Voilà. Donc cette différence-là veut dire qu'il y a un excédent en fonctionnement, sur le budget de fonctionnement sur l'année 2024. Et on verra dans le tableau de synthèse. Ouais, on verra dans le tableau de synthèse, ça sera réexpliqué tout ça. Pour l'investissement, donc c'est les documents suivants. On va commencer par l'euro, si vous voulez bien, investissement dépenses. Donc même mise en page. Je vais commencer par le prévu au BP, ou l'estimé au BP, c'était 268 133,36 €. C'est la toute première ligne où c'est marqué Toto, là, ça devait être en gras, c'est pas en gras. Et à droite, le CA, c'est ce qui a été réellement dépensé sur le budget investissement de l'année 2024, 80 014,50 €. Donc ça se décompose des manières suivantes. Donc la première ligne, 0,001, solde d'exécution de la section d'investissement reporté. Ça, c'est un chiffre qu'il faut voir comme négatif, puisque c'est une dépense. Il y a eu un déficit dans le budget d'investissement à la fin de l'année 2023 de 13 221,13 €, voilà, et qui est reporté sur l'année. Donc ce déficit aurait dû être couvert normalement par un virement de la section de fonctionnement, mais ça n'avait pas été acté puisque le conseil municipal n'avait pas été jusqu'à là l'année dernière où le budget avait été voté. Dépenses imprévues, chapitre 020, il n'y en a pas, il n'y en a jamais en investissement. 040, opération d'ordre de transfert entre sections, c'est l'équivalent en fait de l'opération du chapitre 042 tout à l'heure qu'on voyait dans le budget de fonctionnement où il y a 0. Pour le chapitre 16, emprunt et dette assimilée, donc avait été voté 26 275 € et réellement dépensé de 25 832,88 €. Donc ça, c'est ça le remboursement du capital de la dette. Le chapitre 20, immobilisation incorporelle. Alors, il faut que je prenne des notes. Ça, c'est des travaux. Des frais d'études. Oui, c'est des frais d'études, me semble-t-il, vous avez raison. Je recherche mes notes parce que je ne connais pas tout par cœur. Total des dépenses d'investissement. Non, ça, c'est le logiciel de comptabilité qui avait été. C'est de l'investissement. Et donc, il y a 2 années de payer là-dessus. Voilà, le chapitre suivant, chapitre 204, subvention d'équipement versé. Ça, c'est les dépenses pour les terrassements pour les 2 bâches qui ont été installées l'année dernière à rue Beausite et puis à la barre. Le chapitre. Alors, attends, j'ai l'impression qu'il y a. Non, je vais dire, il n'y a pas de chiffre, je me trompe. Dans le 204, il n'y a rien du tout. C'est dans le chapitre 21, excusez-moi, immobilisation corporelle. La seule dépense, effectivement, c'est le terrassement pour les 2 bâches. Et enfin, le chapitre 23, dans les dépenses d'investissement, le chapitre qui s'intitule immobilisation incorporelle. Donc là, ça reprend tous les autres travaux qu'il y a pu y avoir, les travaux de menuiserie ici, et à la recyclerie, le sondage de la voûte de l'église, l'assainissement au lieu du chardrin, et le branchement en eau des bâches, des 2 bâches. Donc ça représente 42 129,30 €, c'est ce qui a été réellement dépensé, et ce qui avait été prévu, acté au budget, c'est 69 779,23 €. Voilà. Et il reste à voir la dernière partie, c'est les recettes de la section d'investissement. Donc vous l'avez, je ne sais plus en quelle couleur, en jaune. C'est ça. Ouais. Voilà, donc les recettes d'investissement avaient été budgétisées 268 133,36 €. C'est tout en haut dans la colonne BP 24. Les réelles recettes sont de 54 550,62 €. Voilà, donc il y a le premier chapitre, il y a 0,1, le solde d'exécution de l'investissement reporté. Il n'y avait pas
il n'y avait pas d'excédent de recettes en investissement. C'est pour ça qu'il y a 0 d'excédent de recettes de l'année 2023. Le chapitre 21, virement de la section de fonctionnement, donc on retrouve les 188 477,77 € de tout à l'heure. C'est de l'argent qui est resté en attente en fait sur le compte de la collectivité, qui aurait dû être transféré s'il y avait eu une affectation du résultat lors du vote du budget l'année dernière. Chapitre 24, produits de cession d'immobilisation, bon, il n'y a rien du tout là. Le chapitre 40, opérations d'ordre de transfert entre sections. Là, on retrouve ici ce que je vous disais tout à l'heure, les transferts entre sections, c'est le même montant. Donc, c'est vraiment des opérations d'ordre, ça c'est que des opérations comptables, ça ne génère pas de réelles dépenses. Le chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, donc avait été budgétisé 19 067,36 €, réellement perçu par la collectivité 19 066,43 €. Là-dedans, il y a le fonds de compensation de la TVA, donc c'est la TVA qui est remboursée à la collectivité sur toutes les opérations d'investissement. Et puis l'excédent de fonctionnement qui a été capitalisé. Enfin, voilà. La taxe d'aménagement a disparu. La taxe d'aménagement, ouais, ça doit être, c'est possible que ce soit la Comcom qui le récupère, je sais pas. C'est une déclinaison, peut-être en TLE maintenant, ou je sais pas. Mais il n'y a pas de recette, il n'y a plus de recette depuis 2022 de toute façon. Voilà, j'en étais là. Donc le chapitre 13, subvention d'investissement, de budgétiser 54 947 €, de réellement perçu 29 842,96 €. Ça correspond, je vais exactement à quoi. C'est des subventions qui ont été accordées pour recette d'investissement, c'est ici. Recette d'investissement, c'est la DETR qui a été. DETR, c'est des dotations de l'État, en fait, c'est une dotation qui avait été actée pour les travaux de mise aux normes des ERP sur la collectivité. Donc elle n'avait jamais été réclamée. Voilà, plus auquel s'ajoute dans ces 29 842,96 €, il y a aussi un fonds de solidarité territoriale, FST, pour l'étude sanitaire de l'Église, qui a été fait en 2024. Voilà. Alors, avant de passer à la synthèse, au moins qu'il y ait des questions, je voulais juste expliquer qu'en fait, le fait qu'on n'ait pas consommé ce qui a été budgété, ça c'est directement lié au rejet du budget l'année dernière, ce qui fait qu'en fait il y a eu un retard puisque l'arrêté ne peut arriver qu'en juillet par le préfet, qui valide les comptes et ensuite valide le budget. Donc il fait son arrêté et donc on perd 6 mois, ce qui fait qu'on a pu démarrer les devis, les études et les validations par le conseil que à partir de septembre. Et donc après, les travaux ont pu commencer, donc on est en train de les commencer en fait. Donc voilà l'impact direct d'un rejet du budget. Je pense que c'était important de le dire avant le vote. Alors, pour résumer tout ce que je viens de vous dire rapidement, vous pouvez prendre, si vous voulez bien, le document que vous avez reçu avec les convocations. J'ai dû flouter en jaune, c'est marqué en petit en haut, Sins, commune de Sins, CFU 2024. Après un tableau information générale et synthétique, présentation générale du compte financier vu d'ensemble. Donc dans ce tableau-là, ça reprend, ça synthétise en fait les dépenses et les recettes réelles, enfin ce qui est voté est réel de chaque section du budget. Et on va retrouver les chiffres en fait que je vous ai cités tout de suite là dans les numérés de tous les budgets. Donc on va commencer par on va partir de gauche vers la droite. Donc dans la partie recettes, il y a la première ligne où c'est marqué prévision budgétaire totale. Il y a un petit A à côté, tout le monde voit où c'est, ouais. Donc ça, prévision budgétaire totale, c'est ce qui a été prévu et acté finalement au budget 2024. Donc pour la colonne investissement, c'était 268 133,36 €, et pour la colonne fonctionnement avait été acté 471 953 €.
La colonne totale cumulée, vous l'oubliez, on va en parler juste à la fin. Les chiffres qui sont là, ça n'a aucun intérêt, le total des deux, ça n'a aucun intérêt. La ligne juste en dessous, recettes réalisées, ça c'est les vraies recettes réalisées sur l'année 2024, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était dans la colonne CA 2024. Donc pour l'investissement, on retrouve le chiffre de tout à l'heure, c'est bien 54 550,62 € de réellement perçus sur l'exercice 2024 par la commune pour le budget d'investissement. Et la colonne juste après, qui est la partie fonctionnement, donc c'est 520 659,53 € de réellement perçus en 2024. C'est factuel, ça, c'est vraiment... Et la ligne en dessous, c'est reste et réalisé. Alors reste et réalisé, ça veut dire qu'un reste et réalisé, c'est quand une opération démarre sur un exercice, qu'il y a eu des devis signés, ou elle est commencée, mais que tous les travaux ne sont pas forcément terminés. Les travaux se terminent sur l'année d'après, et il reste un reliquat à payer ou à percevoir si c'est des subventions. Et là, pour le coup, les 12 000 €, c'est une subvention qui aurait dû être perçue sur 2024. Ça correspond à 12 000 €, c'est les subventions qui doivent être perçues par la collectivité pour le changement des menuiseries ici et à la recyclerie. Et donc, ça n'a pas été perçu sur 2024, donc ça sera perçu sur 2025. Donc, c'est une recette qu'on reporte sur l'année d'après. C'est pour ça que c'est marqué « reste à réaliser ». En fonctionnement, il n'y en a pas. Pour la suite, les dépenses, autorisation budgétaire totale, donc c'est ce qui a été acté au BP 2024, les dépenses estimées. Donc pour l'investissement, c'était 254 912,23 €, et pour le fonctionnement, 648 863 €. La ligne suivante, dépenses réalisées, c'est la ligne E, 80 014,50 € en investissement, et de réellement dépensé en fonctionnement, 438 919,31 €. Et en dépenses, il reste une ligne, c'est le reste à réaliser, la ligne F, pardon. Voilà. C'est un reste à réaliser en investissement de 100 000 €. Ça correspond à l'opération d'investissement qui avait été actée ici il y a longtemps déjà, c'est par rapport à l'ère de camping-car. Voilà, le devis, ça a été acté en 2024, mais les travaux n'ont pas commencé. Mais la somme, elle a déjà été plus ou moins, actée dans le budget. Donc, en fait, c'est une somme qu'il faut reporter d'office sur le budget suivant. La ligne suivante, différence entre les titres et les mandats. Donc, comme disait M. le maire tout à l'heure, les titres, c'est des recettes pour la collectivité, les mandats, c'est des dépenses. Pour la colonne investissement, en fait, il faut juste faire la différence entre la ligne B et la ligne E. Donc, si on fait B-E, on voit qu'il y a un déficit de 25 463,88 € pour l'exercice 2024. Et on voit qu'il y a un excédent de 81 740,22 € sur le budget de fonctionnement. La ligne suivante, la ligne H, résultat antérieur reporté, ça reprend les déficits de l'année d'avant. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'était la première ligne dans le tableau de l'investissement. Il y avait un déficit reporté de 13 221,13 €. Et en fonctionnement, il y avait 226 027,27 € de reporté en excédent. Donc, ce qui fait la ligne suivante, le solde en investissement, il y a un solde négatif sur le budget d'investissement sur 2024 de 38 785,01 € et un solde positif sur le budget de fonctionnement de 307 767,49 €. Voilà, l'avant-dernière ligne, la différence entre les restes réalisés. Je vous ai dit qu'il y a 12 000 € qui vont être reportés en investissement sur l'exercice 2025 en recettes, pour une subvention, et il y a 100 000 qui vont être reportés en dépenses, ce qui fait une différence négative de 88 000 €. Il n'y a rien en fonctionnement, puisqu'il n'y a pas de reste réalisé en fonctionnement. Et donc la dernière ligne, le résultat cumulé, donc on voit, donc il faut additionner les lignes G, les lignes H et les lignes I, et on voit que le budget d'investissement a un solde négatif à la fin de l'exercice 2024, qu'il va falloir obligatoirement combler en 2025, de 126 685,01 €, et un solde positif en fonctionnement de 307 767,49 €. Voilà, donc quand je dis qu'il faut le combler avant de prévoir n'importe quelle autre dépense d'investissement, il faut que l'excédent de fonctionnement permette de couvrir ce déficit. Bon,
Ce déficit, s'il y avait eu les subventions, s'il y avait eu l'affectation du résultat l'année dernière, il n'y aurait pas de déficit parce qu'il aurait été couvert. C'est juste un report, ça n'est pas en péril de la collectivité, c'est juste, il n'y a pas de danger, quoi. Voilà. Et donc, pour synthétiser tout ça, le dernier chiffre qui est de l'importance, c'est dans la dernière colonne totale cumulée, tout en bas à droite, les 181 082,48 €. C'est tout simplement la différence entre l'excédent de fonctionnement, 307 767, moins le déficit d'investissement qu'il faut absolument combler, les 126 685. Voilà. Ce qui veut dire, en résumé, que la collectivité finit son année 2024 avec un solde positif réel, enfin, on va démarrer son année 2025. Au budget prévisionnel 2025, il va falloir inscrire une recette en recette d'office 181 082,48 € que vous serez après amené, la délibération suivante, à affecter dans les deux sections, de la manière dont vous souhaitez. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, c'est bon. Bah, moi, je vais préparer la... Ouais, allez-y. On va pouvoir passer au vote, mais avant toute chose, donc je voulais juste informer le Conseil que en cas de rejet du CFU, ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'on ne fera pas l'affectation de résultats et on ne pourra pas le prochain coup voter le budget. Voilà, ça bloque la machine. Donc moi je vais devoir quitter la salle pour le vote. Si il y a quelqu'un, si vous voulez nommer un président de séance. C'est toujours moi. Quelqu'un d'autre. Ah bah si quelqu'un veut. Il faut nommer un président ou président d'une séance. Ça peut être le premier adjoint ou si vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre, c'est pas un problème. On avait fait ça l'année dernière, mais. C'est vrai ? Bon, et ben moi je vais faire une pause. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le CFU n'étant pas été adopté, on ne peut pas passer à l'affectation des résultats. Donc nous allons pouvoir passer au vote des taux d'imposition pour la taxe foncière et taxe d'habitation. Donc je vous rappelle que les taux d'imposition en vigueur pour la taxe d'habitation à 16,02%, la taxe foncière du bâti est à 38,94% et la taxe foncière des biens non bâtis est à 49,41%. Donc la taxe d'habitation, je rappelle juste que ça concerne que les résidences secondaires, les locaux meublés non affectés, et pas les logements vacants. Voilà, donc moi ce que je propose, c'est la même chose que l'année dernière, c'est de ne pas faire progresser la taxe d'habitation. Bon, malheureusement, vous savez que sur votre taxe d'habitation, taxe foncière et taxe d'habitation, vous avez une colonne pour la commune. Et puis alors pour la taxe foncière, il y a la deuxième colonne pour la communauté de communes. Et comme nous avons préparé le budget, il est prévu une augmentation de la taxe d'habitation pour la communauté de communes. Parce que vous savez que nous avons un État qui est très endetté, donc il y a des économies à faire. Et donc, la première économie qu'ils font, c'est d'essayer de gratter sur les dotations aux communes et aux collectivités locales. Donc on n'est pas touché cette année. Je pense que ça va venir les autres années.
Mais pour la communauté de communes, c'est déjà le cas, ce qui fait qu'en fait, ils n'arrivaient pas à boucler leur budget 2025, donc il y aura une augmentation à mon grand dam, mais je plaide non coupable. Ah oui, c'est quoi la fraction Polycop sur le... Bah oui, vous avez 2 colonnes et vous avez un pourcentage pour chaque collectivité. Mais pour en revenir à ça, la taxe d'habitation et la taxe foncière, la taxe d'habitation, il y a beaucoup de communes, même du littoral, même dans Morbihan, tout ça, qui ont décidé de l'augmenter, même quasiment de la doubler. Je parle pour les résidences secondaires. Oui, effectivement, c'est possible. Ça ne pas doubler forcément, mais ça évite le phénomène de... bon, ça se dit pas, mais par néologisme, de secondarisation du bâti, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de communes qui sont aperçues que les habitations en fait terminent en résidence secondaire, ce qui fait que ça crée des villes et des villages morts en fait, avec plus de résidences secondaires que de résidences principales. Ça permet un peu de limiter le phénomène et d'engranger des sous derrière. C'est pas forcément négatif. Enfin, nous, les revenus principaux viennent de la taxe foncière. Oui, les résidences secondaires, c'est pas... Je crois qu'on a, sur l'ensemble des logements, on doit avoir 30%, mais ça comprend aussi les gîtes. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Parce que les gîtes sont considérés comme des résidences secondaires. C'est les logements meublés. D'accord. Moi, j'ai des gîtes, je paye une taxe d'habitation. Parce que des fois que j'habiterai dedans. Donc voilà. Donc si vous augmentez, la partie pour les résidences secondaires, enfin la taxe d'habitation touchera aussi les personnes qui gèrent des gîtes. Donc c'est pas. Et puis je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que il faut vraiment débloquer un gros pourcentage pour faire des revenus intéressants, sinon c'est vraiment à la marge, quoi. Ouais, c'est vraiment... personnellement, je préfère, enfin moi ma politique c'est d'essayer de que... trouver d'autres recettes. Je pensais pas que les gîtes en soi étaient concernés ou même des résidences comme ça. Ça a été, en fait, quand il y a eu la taxe d'habitation qui a été arrêtée pour les particuliers ou les locataires, ils ont vu que c'était une erreur et donc les gîtes n'étaient pas concernés au début. Mais moi depuis 2 ans je paye une taxe d'habitation. Et Madame Clarec aussi. Donc pour ces 2 raisons, en fait, je propose de pas d'augmenter les taux, de les laisser et d'essayer plutôt de se creuser la tête pour trouver des recettes propres à la commune. Parce que d'où le projet de l'aire de camping-car qui permettrait de faire progresser les recettes. Mais il peut y avoir d'autres projets qui permettent de faire un peu de revenus sans être dépendant ni des dotations ni des taxes. Voilà. Donc moi je vous propose, à moins qu'il y ait d'autres remarques ou d'autres suggestions, de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, pardon? Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien, parfait. Ensuite, on va passer donc à la dernière délibération qui concerne la subvention aux associations. Donc tous les ans, en fait, on attribue 150 € par rapport aux finances de la commune aux associations qui le demandent et qui en font la demande. Aujourd'hui, on a 3 associations qui ont fait la demande. Et donc, je
propose de déjà délibérer sur ces 3 associations. Donc, ça concerne l'APE du RPI, hein, et l'Association des parents d'élèves, Gimro Sins et nos drôles de pattes. Donc, je rappelle que le principe qu'on garde pour accorder des subventions, c'est que l'association soit communale ou si elle propose une animation ouverte aux habitants de Sins, comme par exemple Gimro Sins, qui alterne entre Ro-sur-Couesnon et Sins. Oui. Donc, si vous n'avez pas de remarques, on va donc passer au vote. Donc, pour réveiller tout le monde, je vais demander est-ce qu'il y a des votes pour. Donc, il y a 2 bras normalement pour les. Donc, à l'unanimité, on accorde donc 150 € aux associations qui le demandent. Bon, je pense que c'est pas trop tard pour qu'elles le demandent par la suite. On va réserver un crédit suffisant par rapport à ce qu'on a chaque année pour que ce ne soit pas trop tard pour celles qui n'ont pas encore fait la demande. Voilà. On a gagné du temps. Alors, pour les informations diverses. Donc, comme je disais tout à l'heure, le recensement, moi je ne vais pas rajouter, je vais juste dire que les habitants sont effectivement dans le calcul des dotations de l'État. Donc, plus on progresse en nombre d'habitants, et plus on a de dotations, sachant que là on a quand même progressé pas mal, mais je ne sais pas si ça compensera les dotations qu'on va nous enlever à l'avenir. Je préfère prévenir. Et donc c'est pour ça que c'est important de commencer déjà des réflexions pour trouver des recettes complémentaires. C'était ma première information. La deuxième, j'en ai déjà parlé. Alors, j'avais reçu un courrier de l'ensemble du groupe d'opposition. Et donc, en réponse à ce courrier reçu le 30 janvier 2025, je m'engage à ne plus publier dans Intramuros d'articles sur le média Inforama, La Baie et La France. Et donc, il y avait une autre demande qui était est-ce qu'on peut faire un espace dédié pour pouvoir mettre des communications séparées. Est-ce que Monsieur Lebray, vous pouvez, puisque c'est Monsieur Lebray qui s'occupe de gérer l'application Intramuros pour la commune? Il y a un responsable de publication qui est le maire. Je suis le rédacteur, on peut dire. Voilà, donc, s'il faut pas, si on me donne la décision de ne plus publier certains articles, je les enlèverai. Simplement, je ne vais pas réfléchir là-dessus. Mais est-ce qu'on peut organiser un espace dédié? Non. Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Voilà. J'espère que ça répond On ne peut pas partager la réaction au courrier. Alors, dernier point, j'ai reçu un email de M. Tassel le 8 février stipulant qu'aucune autorisation au conseil municipal n'a été demandée pour entamer la coupe des pins de la parcelle
qui a été légué au début du mandat à la commune. Alors moi j'ai une question à vous poser, Monsieur Tassel. Quand vous étiez premier adjoint, vous avez fait couper des arbres par les employés municipaux dans cette parcelle. Des peupliers. Si. Eh ben si. Ah non. Pas du tout. Eh ben moi je vous certifie que si. Donc vous n'avez pas demandé d'autorisation à l'époque? Voilà, de toute façon, pardon, pour l'instant, c'est quoi la question? C'est ça la question, je crois que c'est clair. Moi je pose une question et je vous réponds par une question. C'est quoi cette histoire? D'abord, jamais, je n'ai jamais donné une autorisation de couper des arbres quand j'étais sous mandat de premier adjoint. Je crois que vous avez joué ça. Et ça, il faudrait me le démontrer. Ça sous-entendrait qu'il y a eu... Je peux faire appel à un témoin si vous voulez. On n'est pas en jugement. Vous ne voulez pas le reconnaître, c'est pas un problème. Non, c'est n'importe quoi. Donc je vous explique. C'est un mensonge. Je m'adresse à Monsieur Tassel. Non, mais en plus, c'est un mensonge. Bah écoutez, Bah oui, c'est un mensonge. Oui, ce qu'il vous avez l'habitude de contredire. Si effectivement le bois a été coupé, Il a été vendu, puisque vous constituez une réserve pour le bois à l'époque. Et qui était vendu, qui constitue justement des recettes. Jamais, vous n'avez jamais été premier adjoint. C'est un mensonge. Oui. C'est un mensonge. Alors, peu importe. Enfin, Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'autorisation du conseil municipal par rapport à votre mail. Parce qu'il y a une délégation que vous aviez, qui s'appelait la délégation voirie. Et la voirie, vous pouvez couper les arbres qui gênent et qui posent problème parce que vous avez cette délégation du conseil. Voilà, donc si vous avez tout oublié, c'est vrai que c'était il y a longtemps. C'était pas la question déjà. Mais c'est ma réponse. Non, mais c'était pas ça. Donc c'était pour répondre à votre mail, comme quoi vous mettiez « Je n'ai pas souvenir que le conseil a autorisé l'exploitation et l'abattage d'arbres dans la parcelle que la commune a héritée. » Voilà. Et donc alors vous ne comprenez pas. Non, pour l'instant, je n'ai rien compris. Ça répond à votre question. Non. Est-ce que effectivement le maire a décidé, donc, dans le cadre de sa gestion, d'abattre les arbres? Alors effectivement, dans le cadre de la voirie, puisque j'ai la délégation voirie, je coupe les arbres de la commune et on les vend. Le bois est vendu, mais vous le connaissez très bien, vous jouez... Mais si, arrêtez. Il n'y a pas d'information. Pardon, je vais mais quoi? Alors, attendez, ça c'est la première partie, je réponds à votre question. Deuxième partie... Donc, dans le cadre de la délégation voirie, vous êtes responsable de tout ce qui appartient à la commune en termes de boisement. Donc il se trouve que cette parcelle n'a jamais été exploitée, donc elle est complètement à l'abandon. Il y a eu les tempêtes qui sont passées, qui ont fait tomber des arbres, et en plus, la plupart des pins avaient des maladies. Donc d'où l'importance de faire la coupe. Deuxième aspect, vous auriez dû savoir, mais effectivement vous avez la mémoire courte, puisque dans mes vœux, j'avais présenté le projet de forêt gourmande, et c'était effectivement à l'endroit qu'on avait choisi, qui était choisi pour faire la forêt gourmande. Donc il fallait bien couper les pins pour pouvoir la remplacer par cette forêt gourmande. Au niveau de la législation, vous êtes tout à fait en droit, je suis tout à fait en droit de couper une parcelle boisée qui appartient à la commune, du moment que je la reboise, et j'ai 5 ans pour la reboiser. Donc ça va être fait dans le cadre de ce projet de forêt gourmande qui va non seulement apporter ça sera une forêt comestible, mais ne vous inquiétez pas, la biodiversité va être beaucoup plus importante que ce qu'elle n'était jusqu'à maintenant. Ça m'étonnerait parce qu'il faut 10 ans pour pouvoir replanter sur une pinède. Si vraiment tu t'étais intéressé au sujet, tu le saurais. Voilà ma réponse. On aurait pu en discuter entre nous, en tout cas. Une annonce faite au vœu, faut pas l'objet en tant que tel. Ça a été fait au vœu, ça a été publié dans les bulletins, ça a été... Donc voilà. Si, On aurait pu en parler entre nous, c'est jamais
parce que le dialogue est parfait et fluide entre nous depuis déjà 3-4 ans. C'est bien sûr. 9 plaintes contre nous, c'est votre fait. Bon, démission, c'est vous, c'est pas nous. Ceci dit, je maintiens, et nous maintenons, on est plusieurs élus à penser qu'on aurait pu en discuter autour de la table ici, gentiment, proprement, avant de commencer l'abattage. On a été mis devant le fait accompli, la population a été unie devant le fait accompli, et même si effectivement vous avez cette autorité qui est possible de vous donner par le cadre de délégation, on ne la conteste pas, cette autorité. L'autorité, ce n'est pas l'absence de dialogue. Bon, tout état de cause, nous sommes à 1h, donc à 54, donc nous avons encore quelques minutes pour les questions du public. Donc je dis bien des questions. Moi, donc je suis prêt. Une autre petite aparté, mais il m'a un peu choqué effectivement dans le dialogue qui existe par rapport au conseil et puis par rapport à la dernière fois on a discuté effectivement de l'aire de camping-car. Et il me semble qu'il y a beaucoup de sujets, en fait, on a soulevé beaucoup d'interrogations et beaucoup de questionnements par rapport à cette aire de camping-car. Moi, de mon côté, je me suis renseigné par rapport au maire de Plaine-Fougère, que j'ai rencontré la dernière fois. Et justement, je lui parlais de l'aire de camping-car, pour avoir effectivement son ressenti et savoir si lui, de son côté, il était satisfait de son aire de camping-car. Il m'a dit qu'il n'avait pas de soucis plus que cela et il n'a pas forcément dénigré en fait la solution qu'on aurait pu opter par rapport à Sens, mais en fait je me pose la question par rapport à la recette, parce que quand vous parlez de recette d'art camping-car, aujourd'hui pour être sur l'art camping-car on paye 8 €, c'est bien ça, 7,50 €, 8 €. 7,50 €. On va monter à 12 €. 11,50 €. D'accord, 11,50 €, bref. Mais on parle de recettes supplémentaires, mais il n'y a pas de recettes supplémentaires, parce qu'un tiers de 12 €, ça représente 4 €. Donc ce que vous gagnez en plus, vous allez le redonner. C'est 2 tiers. 2 tiers. Oui, enfin, 2 tiers, mais il y a un tiers qui va aller à repas. Oui, Ouais. c'est pour ça que c'est augmenté. Du coup, ce que vous gagnez en plus, bah, vous le redonnez au final. Mais non, puisqu'il y a plus de monde qui va venir. Et ça, vous n'en savez rien, c'est une interrogation. C'est ce que j'ai dit l'autre fois, c'est un pari. Bah, un pari de 100 000 €, c'est plus qu'un pari, monsieur le maire. Pour moi, c'est plus qu'un pari. On ne va pas refaire le match, non, ça a été voté, c'est acté, c'est dans les budgets. Maintenant, on ne peut pas revenir sur les délibérations en permanence, si vous voulez. Il y a un moment, il faut avancer. C'est pas une question de revenir sur les Vous délibérations. feriez mieux de vous concentrer sur le vote des budgets que d'essayer de retarder après la bataille. Quand il y a des interrogations, on revient sur ces interrogations-là et on essaie de les faire autrement. Oui, mais on essaie d'être constructif, monsieur Tessot. Moi, ce que j'attends, c'est, je crois que vous étiez engagé à faire une étude sur le café-épicerie. Mais ça, c'est être constructif. Mais je suis allé les voir. Oui, et donc, c'est quoi vos conclusions? Bon, mes conclusions, c'est que... C'est possible d'avoir un document écrit avec, effectivement, les pour, les contre, les avantages, les bénéfices que la commune peut bénéficier. Mais par rapport à l'aire camping-car, par exemple, je n'ai pas mes réponses. Donc c'est donnant-donnant, c'est ça. Bah, écoutez, si vous êtes aussi coopératif. Ils m'ont dit que leur façon, c'est pas possible et c'est pas... Je pense pas qu'on a trouvé encore la bonne méthode. Pour la bonne méthode, parce que ce qu'ils ont pas mal de soucis. Je parle des secrétaires qui ont réglé beaucoup de soucis de l'air du capital de Saint-Gilles. J'ai juste oublié que la version qui avait été bossée par le conseil municipal, c'était pas celle-là. La dernière proposition proposée par Thierry Goya, c'était pas celle-là. Et quand on avait validé entre nous en élaborateur, c'était pas cette version. Vous avez pris la décision de nous l'imposer. Vous avez la majorité dans le conseil municipal et j'impose les décisions. Il y a eu une commission. Vous vous rendez compte de ce que vous racontez? Vous êtes capable de bloquer et de faire passer, vous êtes capable de bloquer un compte, et vous êtes en train de m'expliquer que c'est moi qui vous impose des choses. Vous avez laissé le débat ouvert. Ah, d'accord. Vous avez laissé le débat ouvert et la possibilité de fournir un document comme le contrat camping-car park que vous n'avez pas fourni, comme par exemple... Vous n'êtes pas venu à la commission où on devait en discuter. On a discuté avec M. Baudin qui était là. Donc arrêtez de parler de... Vous ne venez pas. Je parle du contrat passé avec vous, je ne parle pas du devis. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a dans le public, il y a des questions sur d'autres sujets? Oui, monsieur Lebray. Je voudrais bien savoir si vous allez faire des travaux de voirie un petit peu, notamment du côté de
de chez nous, là, sur la C5, entre la route du Barbou et le Haut-Fresne, parce qu'on a des bois côtés qui sont absolument dégueulasses, c'est des champs de labour, ça devrait être autrement. Si je vais donc faire des travaux de voirie, personnellement non, puisque j'attends le budget. D'accord? Donc dans le budget, il y a une part importante qui est faite tous les ans, qui est mise pour la voirie. Donc maintenant, c'est un sujet qui peut être discuté en conseil. J'ai fait le cantonnier, moi, là-bas. Mais moi aussi, j'ai fait le On a fait le cantonnier parce que... Je vous remercie. Ah oui, c'est pas normal. C'est pas tout à fait normal. J'ai quand même 80 ans. Mais moi aussi. Pas déconner, quoi. Non, non, on a Il faut prendre la pioche pour faire des tranchées, pour que la flotte s'écoule. Il ne faut quand même pas exagérer. On a des routes lamentables. Lamentables. En plus, les pins, c'est pas des pins, c'est des sapins qu'il y avait là-bas. C'est des sapins. Ils n'étaient pas malades. Bon, J'ai une question. c'est trop tard. Il y a des trous dans les trous. Terminé. Vous aviez parlé d'une demande de subvention concernant la rue 34. Vous en êtes où? Est-elle allouée? Elle sera allouée. Elle s'est faite? La demande est faite. La demande est faite, d'accord. Et positive pour le coup. Ah oui. D'accord. Donc c'était 40 000 €, c'est ça? Alors ce sera diminué, puisque les dotations sont diminuées, ce sera plus 20 000. 20 000 au lieu de 40 000 comme vous aviez certifié à la dernière. D'accord, merci. J'ai pas certifié. Faut pas détourner. J'ai jamais dit, j'ai dit que je garantissais pas qu'on aurait. Excusez-moi, c'était un pari. Oui. D'accord. Faut pas détourner les propos. Excusez-moi. J'accepte les excuses. C'était un pari. Bon, je vous remercie pour cette séance. Je clôture. Donc on est pile à 21h.